Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler du renouvellement des baux de force hydraulique. Alors, l'objectif de la présentation, c'est de dresser un bref portrait de la production hydroélectrique au Québec. Ensuite, de résumer l'encadrement réglementaire, législatif et administratif. Présenter les parties prenantes à l'élaboration des contrats, les problématiques qui ont été rencontrées, les enjeux et les principaux constats. Puis ensuite, je vais vous dire quelques mots sur le chantier d'amélioration qui est en cours présentement et les étapes qui sont à venir. Alors, si je suis ici au Québec, c'est qu'au Québec, on a un immense potentiel hydroélectrique avec 10% du territoire qui est couvert de lacs et de rivières. Alors, le Québec a su mettre en valeur ce potentiel-là en construisant des centrales hydroélectriques qui ont beaucoup contribué au développement socio-économique des régions du Québec. Alors, Hydro-Québec, aujourd'hui, exploite 63 centrales et pour un total de 36 000 mégawatts, un peu plus de 36 000 mégawatts. Et il y a aussi des producteurs privés et des municipalités qui exploitent plus de 100 barrages pour un total de plus de 5 000 mégawatts. Et ce développement-là de petites centrales s'est beaucoup fait à la suite de la mise en œuvre du programme des petites centrales qui date du début des années 90 et qui a conduit à un appel de proposition restreint de Hydro-Québec et qui a permis à Hydro-Québec de signer une cinquantaine de contrats. C'est l'APR 91, je pense que tout le monde doit être familier avec l'APR 91. Alors, 56 aménagements hydroélectriques pour environ 270 mégawatts de puissance installée. Alors, ce programme-là, il a aussi permis de mettre en valeur des sites qui étaient alors à l'abandon. Contexte réglementaire et législatif. Il a beaucoup évolué depuis la fin du 19e siècle. Au début, il y a des forces hydrauliques qui ont été cédées en pleine propriété à des entreprises privées pour souvent du développement industriel et soit par des droits seigneuriaux ou autrement. Mais aujourd'hui, le gouvernement peut soit mettre les forces hydrauliques à la disposition d'Hydro-Québec ou les louer à des entreprises privées ou à des municipalités. C'est la loi sur le régime des eaux qui encadre la location de la force hydraulique, mais la loi sur le régime des eaux, elle est gérée par le ministère de l'Environnement, à l'exception de l'article 3, qui traite de la location de la force hydraulique, et ce, aux conditions que le gouvernement détermine, et la section 8 qui traite de la modalité des paiements des redevances par les exploitants de forces hydrauliques, et ces montants-là vont au Fonds des générations. Pour exploiter une centrale hydroélectrique, souvent il faut exploiter un barrage, et le barrage va inonder des terres, et si c'est des terres du domaine de l'État, les terres doivent être louées par le gouvernement. Alors, la location des terres, il y a les terres du domaine hydrique, ça relève plus du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et il y a les terres du domaine de l'État qui relèvent du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le secteur du territoire. Alors, c'est en fonction de ce partage de responsabilités, de compétences, tant au niveau de la loi sur le régime des eaux que de la location des terres, que c'est les deux ministres qui vont signer les contrats de location de la force hydraulique. Il y a d'autres lois aussi qui encadrent la gestion des forces hydrauliques, notamment la loi sur Hydro-Québec, la loi sur le régime des eaux, la loi sur l'exportation de l'électricité et aussi la loi sur... en tout cas, il y a d'autres lois. L'encadrement administratif, il a aussi beaucoup évolué. Alors, à l'époque de l'APR 91, c'est la politique du programme des petites centrales, la politique des années 90 qui s'est appliquée. Ensuite, il y a eu une commission d'enquête sur les contrats qui avaient été octroyés par Hydro-Québec à l'entreprise privée, la commission Doyon, mieux connue sous le nom de la commission Doyon,
qui a remis en question certaines des modalités d'octroi des forces hydrauliques. Alors, le gouvernement a voulu prendre en compte ces commentaires-là et ceux de la Régie de l'énergie aussi, qui avait fait une vaste consultation. Et lorsqu'il a voulu mettre en œuvre un nouveau programme, un nouveau régime d'octroi, il a établi des nouvelles conditions et ces conditions-là, on les retrouve aujourd'hui à l'annexe 6 du guide de référence qui est à l'intention des municipalités et des communautés autochtones parce qu'une des recommandations, c'est entre autres d'impliquer plus le milieu pour favoriser une meilleure acceptabilité sociale. Alors, l'élaboration d'un contrat, ça implique beaucoup de gens. Alors, au ministère de l'Environnement, c'est le gestionnaire de la loi sur le régime des eaux, qui est la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État, qui est notre principal interlocuteur. Et il y a aussi la direction générale des barrages. Là, c'est juste lorsque l'exploitant va bénéficier de la régularisation des eaux par un réservoir qui est exploité par le ministère de l'Environnement. Et il y a aussi parfois la direction de la sécurité des barrages, mais dans les dernières années, sont de moins en moins impliqués parce qu'avant, dans la loi sur le régime des eaux, on retrouvait également l'approbation des plans et devis. Puis aujourd'hui, ça a été retiré de la loi sur le régime des eaux. Alors, cette direction-là est moins impliquée. Au MERN, la direction qui coordonne tout le processus, c'est la direction du développement des énergies renouvelables. Mais il y a aussi deux directions du territoire qui sont impliquées. Alors, les directions régionales et le Bureau des arpentages géomètres du Québec. Et, tant au ministère de l'Environnement qu'au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, il y a des affaires juridiques qui sont régulièrement impliquées et qui se doivent de revoir les contrats aussi en bout de ligne. Et il y a évidemment le preneur et souvent ses conseillers juridiques. Renouvellement des contrats de location des forces hydrauliques. Alors, lors de l'APR 91, le gouvernement a signé 27 contrats de location de forces hydrauliques. Il y a plus de 20 exploitants de barrages qui ont demandé un renouvellement de leur contrat, comme c'était prévu, parce que c'était des 20 ans renouvelables 20 ans. Alors, depuis 2010, c'est ça, on a reçu plus de 20 demandes, mais il y a seulement 2 contrats à l'heure actuelle qui ont été renouvelés. Alors, les délais sont relativement longs. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. Mais c'est ça. Il y a 6 autres contrats qui sont aussi à renouveler, mais qui ne sont pas dans le cadre de l'APR 91. Puis évidemment, compte tenu de ces délais-là, le ministère a choisi de mettre en œuvre un chantier, dans le fond, pour établir un diagnostic et adresser les différents enjeux. Les prochaines diapositives, là, ça va être principalement pour vous présenter les problématiques qui ont été soulevées. Pour relever les diagnostics, on a d'abord à l'interne fait la liste des différentes problématiques, mais on a aussi rencontré les représentants de l'ACPER. Julie et Michel étaient présents à cette rencontre-là pour qu'eux aussi nous adressent c'est quoi les problématiques qui étaient rencontrées au niveau des exploitants des centrales hydroélectriques. Alors, un des constats, c'est la lourdeur et délai importants dans l'élaboration des contrats. Ça s'explique notamment par la complexité des conditions et des modalités d'octroi de la force hydraulique. Il y a beaucoup de va-et-vient entre les ministères et le preneur aussi. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y a de nombreux interlocuteurs dans le processus. Il y a beaucoup d'aspects légaux qui sont sujets à différentes interprétations, ce qui amène la consultation souvent de nos juristes. Et il y a une nécessité de clarifier les critères qui visent à déterminer les terres affectées par une centrale existante. Ça, je pense que Michel va vous en parler beaucoup tantôt, donc je n'élaborerai pas sur cet aspect-là. Et les exigences au regard de l'obtention des droits sur le domaine privé.
Lors de la rencontre, on nous a aussi fait part là, du manque de distinction entre les droits sur le barrage et les droits à la centrale, qui sont parfois différents. Et bon, il y a aussi des demandes multiples de documents similaires, parce que depuis l'APR 91, il y a eu la loi sur la sécurité des barrages, et il y a un dédoublement au niveau des documents qui sont demandés. Et il y a une nécessité de revoir les dispositions au regard du retour des ouvrages ou de la conservation de ceux-ci par les preneurs à la fin du contrat. Alors, le chantier qu'on a mis en œuvre avait pour but, toujours pour but, d'alléger, de standardiser le processus d'octroi de la force hydraulique afin d'élaborer un contrat standard qui permettrait de répondre à la majorité des demandes de renouvellement. Il y aurait aussi possiblement des annexes pour prendre en compte des cas particuliers ou des situations qu'on retrouve seulement pour certains exploitants, comme le service d'emmagasinement. Et c'est important pour le succès de ce chantier-là que tous ceux qui sont impliqués dans le chantier soient engagés à trouver des solutions aux différentes problématiques qui ont été soulevées. Alors, le 27 août 2019, le ministère de l'Environnement a confirmé qu'il nous offrait son appui et son entière collaboration à ce chantier-là. Ils ont d'ailleurs accepté d'être copromoteurs du projet, et il y a un co-leader du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui assiste à chaque rencontre, puis qui travaille beaucoup aussi entre les rencontres. Le 1er octobre 2019, il y a eu le lancement avec les gestionnaires du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et celui du ministère les gestionnaires du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, pour leur expliquer ce serait quoi leur rôle, ce serait quoi le rôle des représentants qui délèguent aux ateliers et un peu la philosophie ligne qui était derrière ce projet-là. Et le 8 octobre, il y a eu le premier atelier. Il y avait 16 participants. Il y en avait 5 du ministère de l'Environnement dans les différentes directions que je vous ai mentionnées tantôt. 7 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et il y avait 4 juristes, 2 de l'Environnement, puis 2 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui ont assisté à pratiquement toutes les rencontres aussi, là, un des deux de chaque ministère. Alors, lors du premier atelier, il y a eu 5 équipes qui ont été formées, 5 équipes multidisciplinaires pour adresser les différents enjeux. Et parce que ce n'est pas toutes les directions qui sont nécessairement impliquées dans toutes les clauses du contrat. Et il y a eu une vingtaine de rencontres jusqu'à maintenant. Il y a eu des sous-comités formés aussi pour adresser des problématiques très particulières. Puis, il y a 2 représentants d'Hydro-Québec Production qui participent pas, qui ne sont pas dans les équipes, mais qui collaborent beaucoup aussi à la documentation des enjeux et des pistes de solutions. Alors, les travaux ils ont été ventilés en 40 blocs, les 40 sections du contrat, et il y a 25 blocs qui ont été traités assez rapidement, il y a eu un consensus au niveau des différents participants. Et puis, pour les 15 autres blocs, c'est toujours en cours d'analyse. Les enjeux ont été bien documentés. On est en train d'analyser les différentes pistes de solutions. Puis, éventuellement, il y aura aussi peut-être des décisions à prendre à travers les différentes pistes de solutions. Et le processus se poursuit encore là, à l'heure actuelle. Les prochaines étapes, c'est de poursuivre cette analyse-là des différentes pistes de solutions, de les faire approuver par les autorités et puis de mettre en œuvre les solutions appliquées, c'est-à-dire élaborer le contrat standard, faire peut-être un guide d'accompagnement pour les promoteurs ou les exploitants de centrales qui ont à renouveler des contrats de force hydraulique et prévoir des modifications réglementaires là, si c'est requis. Alors, ça complète. Merci beaucoup.
Donc, mon plan de présentation, en fait, je vais faire du millage sur ce que Julie a déjà présenté. Je vais aller peut-être plus en détail au niveau des enjeux. Peut-être, je vais éviter de nommer des noms, là, si jamais vous avez peur. Là, je vais rester quand même assez discret là-dessus, parce que j'ai quand même du vécu. J'ai du vécu parce que je faisais partie des comités de négociation du premier 20 ans, dans bien des cas, au niveau des contrats, notamment au niveau des droits d'inondation, etc. Et là, je suis de l'autre bord de la clôture à titre de consultant, et des fois, je suis approché même dans le deuxième 20 ans pour les mêmes questions, mais du côté du propriétaire. Donc, si on commence avec le contexte initial, je ne vais pas répéter ce que Julie a fait une excellente présentation de la situation. Par contre, on rappelle qu'à l'époque, ces ouvrages-là étaient plus ou moins abandonnés, n'étaient pas productifs. Mais quand on parle d'ouvrages, de barrages, il faut toujours se rappeler que ces ouvrages-là sont bien souvent à des fins multiples. Ce n'est pas juste de la production hydroélectrique, mais vous avez des fois des riverains, vous avez des prises d'eau municipales, etc. Donc, tout ça, une fois mis en valeur, c'est toute la population, c'est toute la région qui en bénéficie. 2 fois 20 ans, anciennement, avant l'APR, c'était des baux presque de 50 ans, puis même des baux amphithéotiques. Maintenant, dans le développement de l'APR, qu'est-ce qui a été pensé? Ils ont réalisé quand même, penser à Churchill Falls avec un bau qui dure 99 ans, comment ça peut créer des problèmes. Donc, ils ont pensé à aller 2 fois 20 ans, justement pour pouvoir mettre à jour, au bout d'un certain 20 ans, mettre à jour certains paramètres, notamment des paramètres monétaires. Ça a permis des investissements privés dans les forces hydrauliques, puis aussi également du développement régional. Particularité, deuxième 20 ans, bien là, tout ce qui était dans le premier 20 ans, on avait un horizon de 40 ans, donc on pouvait se permettre de penser que tout serait amorti, que quand on investit au début, qu'on n'aurait pas trop de dépenses en cours de route. Mais le deuxième 20 ans, bien là, on a le renouvellement d'Hydro-Québec. La demande en énergie, il y a 20 ans, était plus élevé, donc les prix étaient probablement meilleurs, mais là, vu qu'on est en période de surplus, les prix sont moins bons. Donc, on a une baisse de revenus anticipée. Mise à jour de certains paramètres du contrat, comme on l'a dit, bien, regarde, les tarifs de location, tout ça, le domaine hydrique, les services d'emmagasinement également, pour ceux qui sont associés à un réservoir, puis que vous devez payer quand même certaines portions des opérations du réservoir qui régulent les eaux pour vous. Ça aussi, ça fait partie des enjeux. Encadrement légal. En fait, qu'est-ce qui a changé au cours du premier 20 ans? C'est que les paramètres légaux ont changé. Et viennent nous imposer des nouvelles choses, viennent nous imposer des nouvelles dépenses. Donc, la loi sécurité de l'environnement, si on la prend un peu à part, les études d'impact. Maintenant, il y a des nouveaux paramètres. Qu'est-ce qui peut s'appliquer dans le cadre d'une étude d'impact, notamment la démolition de barrages. On va en parler plus loin. Mais la démolition d'un barrage, maintenant, peut être assujettie à une étude d'impact. Les autorisations 22 aussi ont changé. Il y a un remodelage de la loi sur la qualité de l'environnement. La préservation des milieux humides, le règlement sur les compensations. Julie en a parlé, Julie numéro 3. Elle en a parlé ce matin. Fort intéressant les présentations, je vais en parler plus loin aussi. La loi de conservation de la mise en valeur de la faune aussi, les pratiques, les façons de faire ont évolué. La loi sur la sécurité des barrages, j'ai été directeur pendant un bout de temps, j'ai participé à l'élaboration, c'est rentré en vigueur en 2002, et là, ça a imposé des nouvelles obligations. Avant, tu construisais, puis ça se rendait jusqu'à la fin, tu n'avais pas nécessairement de grosses obligations, mais maintenant, bien là, périodiquement, tu dois réévaluer ton barrage à des fréquences de 10, 15, 20 ans, et il y a des conclusions, des recommandations qui peuvent aller jusqu'à des travaux majeurs. Donc, les travaux majeurs ne se font pas juste au début du contrat, mais peuvent se faire tout le long du contrat. Loi sur le régime des eaux, il y a une refonte qui s'est faite dernièrement. Il y a des nouvelles obligations, ça a été manipulé gauche-droite. Il y a des améliorations, il y a d'autres choses qui sont plus agaçantes, notamment il y a des nouveaux pouvoirs du ministre. Il y a des pouvoirs d'ordonnance, notamment au niveau des droits d'inondation. Service d'emmagasinement, loi spéciale aussi. Julie pourrait vous en parler, c'était son ancien job avant qu'elle soit directrice. Ça aussi, c'est en évolution. Je ne sais pas ce que c'est rendu, peut-être que tu en sais plus que moi. Tu ne peux pas en parler, parfait. Donc, il y a ça aussi qui évolue. Donc, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre au cours du prochain 20 ans. Fédéral,
L'autre, Julie en a parlé aussi ce matin, les études d'impact. NPO aussi s'en mêle de plus en plus. Les espèces menacées, vulnérables, pour ceux qui ont trouvé des anguilles ou des choses pas loin de leur barrage, ils savent de quoi je parle, donc il peut y avoir des compensations assez majeures dans ce sens-là. On vient aux enjeux, Julie en a parlé, les a présentés de façon générale. Oui, il y a des duplications d'exigences, notamment entre la loi sécurité des barrages, qu'est-ce qui est demandé dans les contrats, même Hydro-Québec. Tout ça fait en sorte que vous avez des obligations avec des périodicités différentes, mais par contre, des fois, c'est les mêmes produits qui sont demandés. Moi, à titre de consultant, je peux me présenter une année pour une inspection, puis l'autre année, je peux avoir faire une attestation sur les mêmes objets. Donc, ça fait mes choux gras pour moi, donc ça porte de l'eau au moulin pour les consultants, mais par contre, pour vous autres, vous faites la même chose, vous demandez les mêmes produits. Donc, probablement, il y a moyen que toutes ces belles personnes-là se concertent, puis que les visites soient moins fréquentes. L'enjeu entourant l'incertitude, entourant les droits d'inondation. Julie l'a présenté, il y a une réflexion qui se fait actuellement. Ils ont modifié la loi sur le régime des eaux, donc j'en parle tantôt, il y a un nouveau pouvoir d'ordonnance. Donc, demain matin, le ministre peut vous ordonner de faire une étude pour voir c'est quoi les droits affectés par la présence du barrage. Ça peut en faire en sorte que c'est des grosses dépenses. Donc, je sais qu'Hydro-Québec, des fois, en fait, puis ça peut s'avérer des fois des recherches de titres, puis la vulgarisation de droits, ça peut aller jusqu'à des millions de dollars. Si on parle de droits privés, droits publics affectés, il y a une différence pour moi, à mon sens, entre les droits publics qui sont loués, donc le locataire, le NRM qui vous loue ça, peut s'entendre avec vous autres et dire, regarde, ou même vous autres pouvez en demander plus. Je sais qu'Hydro-Québec ne paye pas nécessairement, c'est une mise à disposition, donc lui a tendance à en demander beaucoup. Donc pour lui, demander 10 000 ans ou la crue maximale probable, who cares? Il ne paye pas pour ça, donc c'est tant mieux pour lui. Mais à titre de propriétaire privé, bien, si on vous impose la CNP ou la 10 000 ans, bien là, vous allez payer plus cher. Donc, plus vous en avez, plus vous payez plus cher. Mais dans certaines circonstances, j'ai déjà vu dans certaines circonstances que même les propriétaires privés préféraient en avoir plus pour éviter que les gens viennent s'installer proche du plan d'eau ou contrôler des accès. Droit privé, par contre, c'est de l'acquisition. Donc, s'il faut que vous allez chercher une crue plus élevée, à ce moment-là, vous allez devoir aller négocier de gré à gré. Dans certains cas que j'ai vécu dernièrement, là, ça coûte cher. C'est beaucoup plus cher parce que vous ne voulez pas passer par le processus d'expropriation. Relié aux forces hydrauliques, vous avez cette possibilité-là d'aller jusqu'à l'expropriation. Mémoire sur les superficies affectées par la présence du barrage. Tout ça, quand on parle de superficie de droit affecté, Julie sait que je quoi je parle, ça fait plusieurs fois que je vais les rencontrer et on discute de ça. C'est marqué dans la loi sur le régime des eaux comme droit affecté, cette mention-là, mais ça ne précise pas qu'est-ce que c'est. Le seul endroit où c'est précisé, c'est dans le guide d'octroi des forces hydrauliques du domaine de l'État. Et de la manière que c'est précisé actuellement, c'est associé à la loi sur la sécurité des barrages, à la définition de la crue de sécurité, qui pour moi est un non-sens. La crue de sécurité est établie en fonction de la rupture du barrage et des dommages causés en aval. Tandis que les droits d'inondation, c'est en amont du barrage. Bon, la justification qui est véhiculée pour ça, c'est de dire, écoute, je suis propriétaire du barrage, moi, il faut que je gère la crue de sécurité, puis pour pouvoir la gérer, j'ai besoin des droits en amont parce que mon niveau va monter en amont. Oui, mais je pense qu'à titre de gestionnaire, puis Julie aussi a été gestionnaire, on sait que notre problème n'est pas tout le temps en amont, où les inondations sont quand même, ça monte, mais c'est en eau stable, tandis que les dommages sont majoritairement en aval. Donc, nos craintes sont beaucoup plus en aval qu'en amont général. D'où... J'ajouterais qu'on ne contrôle pas le développement en aval. Eh oui, c'est ça que je te pour dire, effectivement. En amont, si tu as des droits, tu veux contrôler, mais tu n'obtiendras jamais des droits d'inondation en aval. Donc, n'importe qui peut venir s'installer tout juste à la limite de la plaine inondable, qui est gérée par la politique de protection des rives littorales. Julie me parlait aussi, je pense, ce matin, de cette politique-là. Donc, tu peux être installé en aval à la limite de 100 ans,
Mais toi, ton barrage, s'il est rupture, tu vas accrocher la personne qui est installée. Ça va faire monter ta crue de sécurité. Et là, tu vas te ramasser à avoir des obligations d'aller chercher des droits sur le privé, mettons, à 1000 ans ou 10 000 ans en amont, alors que la faute, c'était à l'individu qui était allé s'installer en avant. Et ça aussi, c'est une chose, c'est que la crue de sécurité, ça varie dans le temps. Selon les études, à toutes les 10 ans, on fait une nouvelle étude, puis on peut dire « Ah oui, la crue de sécurité, finalement, c'était pas la 100 ans, parce que là, il y a quelqu'un qui s'est installé, maintenant, c'est la 1000 ans. » Vas-tu retourner encore, à cause du bail, aller renégocier, aller exproprier des gens à cause que ça varie? Puis là, après ça, on fait une autre étude, puis on dit « Mais non, finalement, c'était pas la 1000 ans, c'est la 100 ans. » Donc là, tu reviens à la 100 ans, puis là, juste pour dire que c'est pas un état de fait fixe, la crue de sécurité, puis pour moi, c'est pas un barème pour aller acquérir des droits, surtout en amont. Je pense que qu'est-ce qui est plus approprié, c'est la politique des protections et des rives littorales qui peut s'appliquer en aval et qui devrait s'appliquer en amont, tout simplement. Comme vous retrouvez dans le milieu naturel, puis comme vous retrouvez partout dans la province. Ceci dit, c'était mon éditorial là-dessus. Ma question, est-ce que ça va être une nouvelle exigence? Seul Julie le sait. Autre point d'achoppement, d'après moi, puis ça aussi je l'ai vécu dernièrement, c'est la clause de terminaison des contrats. En général, actuellement, qu'est-ce qu'on retrouve, c'est la reprise des installations au terme du deuxième 20 ans pour $1. Entre-temps, le gouvernement peut renoncer en tout temps à devenir propriétaire. Puis, à défaut, le gouvernement peut exiger la démolition et la remise en état des lieux. Généralement, c'est ces trois affaires-là qu'on retrouve dans les contrats, qui peuvent être remis en question. Si on prend la reprise pour $1, ben oui, on se comprend, dans les années 80, horizon de 40 ans, nos installations sont amorties, tout ça, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais là, on a la loi sur la sécurité des barrages qui a débarqué entre-temps, qui nous a obligés à faire des travaux, des améliorations majeures. Donc, mettons que notre investissement est à 10 millions, mais là, à un moment donné, en cours de route, on est obligé d'aller mettre un 4 millions de plus, mais il reste juste 20 ans. Donc là, on a une période d'amortissement qui repart. Là. Donc, on a peut-être une valeur plus grande que $1 au terme du deuxième 20 ans. Puis plus on va s'approcher du terme, ça n'empêchera pas la loi de la sécurité des barrages de trouver des défauts à un barrage et de demander de faire des travaux. D'où la problématique de terminaison puis de valeur des installations. Ça peut être un frein à l'entretien. Tout bon ingénieur va chercher une solution band-aid, là, où on va être un passement pas cher en attendant que tout soit négocié et que le contrat soit renouvelé. Là. Donc, ça va faire une situation un peu chaoteuse en fin de parcours. Là. Donc, on voit que déjà, même avant le deuxième 20 ans, on a eu des problèmes où on a eu des bonnes discussions avec des investisseurs majeurs pour dire on met-tu la clé dans le projet ou bien on continue, compte tenu qu'on doit investir tel montant d'argent. Si on regarde du côté du gouvernement peut renoncer à devenir propriétaire, ça c'est aussi, là, tu n'entretiens pas ton barrage, puis finalement, tu te retrouves avec quelque chose qui n'est pas trop rentable, puis là, tu restes pogné avec. Au terme du deuxième 20 ans, tu ne produis plus, mais là, tu tiens ton barrage pour, mettons, la prise d'eau, la municipalité, ou 500 chalets autour du lac, ou tu es rendu gestionnaire de villégiature et d'autres besoins. Est-ce que c'est normal que ce soit toi, à titre privé, que tu commences à gérer pour les autres? Ça, c'est une question à débattre là-dessus. Donc, le gouvernement a quand même une capacité de refus dans ce genre de contrôle. Il ne faut pas oublier aussi que le gouvernement, mettons que toi, tu décides de l'abandonner ou encore tu le refais au gouvernement. Le gouvernement aussi, il sait que la loi sur la sécurité des barrages, il va falloir qu'il l'entretienne, il y a des coûts associés à ça. Donc, lui non plus, il n'est pas intéressé à prendre ça. Là. Donc, on se retrouve dans une situation que si tu as un ouvrage pas rentable, qui va vouloir le prendre? Donc, maintenir une retenue d'eau pour les bénéfices des tiers, bon, c'est la mission de qui, finalement? Autre enjeu, pour terminer, démolition remise en état des lieux. Julie Béry, la prochaine, va faire la présentation. On va parler justement des compensations ce matin, comment ça peut être exorbitant. Dans le milieu hydrique, c'est pas nécessairement comme dans le milieu humide. Comme j'ai expliqué, les facteurs multiplicatifs arrivent très vite et les coûts montent très rapidement. Et pas loin de Québec, il n'y a pas longtemps, dans le début des années 2000, il y a eu un arasement de barrage. Le barrage est parti, OK? Ça a exondé 2 km² de terrain. Si on applique la formule qu'on a vue ce matin,
Ça représente 50 millions. Le coût de reconstruction était 1 million de dollars. Puis il a rasé parce qu'il n'y a personne qui voulait investir 1 million. Mais les compensations s'élèveraient à 50 millions. Vous voyez comment ça peut monter très, très vite. 1 hectare en compensation, ça peut représenter 200 à 300 000 dollars de compensation. Donc, démolir aujourd'hui un barrage, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 10 ans. Et, mettons que si vous voulez construire un barrage, ça va vous prendre 2-3 ans. Mais je pense que de démolir, ça va vous prendre 5 ans, puis finalement, vous allez le reconstruire. Ça ressemble à ça, la situation actuelle. Donc, avoir ça comme clause, c'est un peu anachronique actuel. La solution probable, c'est qu'on va se retrouver devant des abandons, des compagnies qui fassent faillite, puis que ça retourne au gouvernement, puis que le cycle recommence. Donc, ça va être retourné dans les coffres de l'État. La solution, un peu en conclusion, d'après moi, les contrats de location ont été élaborés dans les années 90 avec un contexte légal et réglementaire qui a drôlement évolué, puis qu'il y a lieu justement d'avoir quand même une bonne refonte puis une mise à jour du contenu. Je pense que Julie est bien partie là-dessus. Puis aussi, le gouvernement a tout intérêt à favoriser le maintien d'un site par un propriétaire privé et à encourager le bon état et la valorisation des installations, et ceci en tout temps, même en approchant de la terminaison du contrat. Donc, ça prend une situation gagnant-gagnant pour régler ce problème-là, d'après moi. Ça terminerait ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Michel. Alors, je vais me concentrer sur les clauses au contrat, au bail modèle, puis comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a à personnaliser dans ces clauses-là, puis qu'est-ce qui est important à comprendre. Oui, il y a beaucoup d'opérationnel dans un bail, mais il y a aussi pas mal de juridique, et surtout par rapport aux impacts pour le futur, à la fin du contrat, la reprise d'ouvrage. Donc, il y a beaucoup d'aspects juridiques à garder en tête. Alors, je vais vous parler du processus de renouvellement, tout ça. Donc, si on commence par le processus de renouvellement, les baux, comment ça se passe? Donc, les baux de force hydraulique, pour les renouveler, il faut envoyer un avis 6 mois avant la fin du bail. Puis, c'est usuellement, dans le standard de l'EPR 91, c'était 6 mois. Évidemment, je vous invite à regarder votre clause, peut-être que c'est différent que 6 mois. Donc, c'est important d'envoyer votre avis au MERN. À partir de l'envoi de l'avis, le MERN ouvrira un dossier et vous recevrez un bail. Le bail modèle, comme on dit, il est en amélioration, mais actuellement, les promoteurs qui ont fait un renouvellement reçoivent quand même un bail standard, malgré qu'il soit en évolution. Il y a plusieurs aspects qui doivent être personnalisés dans le bail, puis c'est des discussions qu'on a eues avec l'équipe de Julie, parce qu'il y a beaucoup d'aspects historiques à prendre en compte qui, parfois, là, au fil des 20 ans, sont tombés entre les cracks. Donc, le contexte historique, c'est important, et souvent dans les entreprises, c'est des nouveaux employés qui s'occupent de ces contrats-là. Donc, c'est important de comprendre votre contexte historique. C'était quoi votre décret initial? Quels étaient les types de droits que vous aviez sur le terrain? Donc, c'est pour ça que le détail de votre décret, c'est important pour bien comprendre qu'est-ce qui doit être rédigé dans le bail. Les particularités liées à la propriété des ouvrages sur votre site, Michel en parlait un peu, c'est les ouvrages d'une centrale hydroélectrique. Il y a deux aspects. Il y a la centrale en soi et il y a le barrage. Et souvent, de façon historique, le barrage a souvent été transféré par l'État au promoteur il y a 20 ans. Donc, le promoteur est souvent actuellement propriétaire du barrage. Mais la centrale hydroélectrique, elle est souvent sur plusieurs terrains. Donc, parfois, elle est en partie sur des terres privées qui sont pas dans l'eau, mais souvent, il y a une partie de la centrale qui est aussi construite sur les terres du domaine public de l'État, du domaine hydrique même. Je vais vous parler du type de droit que vous avez là-dessus, c'est des droits superficiaires. Donc, on voit que les ouvrages, d'habitude, il y a au moins 3 types de propriétés juridiques différentes, puis il faut la comprendre parce que le bail, de la façon qu'il est rédigé, il y a un impact sur les droits de propriété. Puis parfois, il faut aider aussi l'équipe de Julie, c'est la même chose de leur côté. C'est souvent pas les mêmes employés, ils n'ont pas nécessairement tout le contexte historique dans les dossiers. Donc, c'est là que la recherche au titre et les recherches juridiques valent vraiment la peine pour comprendre l'état des choses.
Donc, ça vient à la question des lots nécessaires à vos opérations versus ceux qui sont loués. Et ensuite, là, ça, Michel en a parlé un peu, les coordonnées en amont et en aval de la force hydraulique, c'est intégré au contrat et moi, j'en comprends qu'il y a un lien avec la crue là, et la loi sur la sécurité des barrages. Puis c'est là qu'un débat peut survenir parce que dans le cas où, lorsqu'il y a eu l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité des barrages, que votre barrage et votre centrale est resté dans la même crue, c'est correct, mais souvent, il y a un changement depuis 20 ans. Donc là, il va y avoir un changement de ces coordonnées-là et c'est là que les droits d'inondation que vous pourriez avoir besoin, les servitudes, tout ça peuvent être changés. Puis ça devient important pour avoir le droit de signer votre nouveau bail, vous devez mettre tout ça en état. Ensuite, il y a une autre question, est-ce que vous bénéficiez d'un réservoir géré par l'État? Il y a quand même certaines centrales au Québec dont il y a un réservoir qui contrôle l'eau. Donc ça, c'est un aspect de plus qui est à ajouter dans le bail. Avant, il y avait 2 baux séparés. Maintenant, on nous donne le choix. Je ne sais pas s'il y a encore un choix, Julie, mais maintenant c'est par défaut, ça va être tout le temps ensemble. Là. Par défaut, c'est ensemble. À Donc, moins que la centrale soit privée. C'est des discussions qu'on a eues dans le cadre d'un dossier, puis on l'a mis ensemble il y a déjà quelques années. Donc là, je pense que c'est par défaut, ça va être mis ensemble. Mais c'est un aspect complet nouveau qui est géré par le ministère de l'Environnement, parce que c'est le centre d'expertise hydrique qui gère ces questions-là. Qu'en est-il de votre contrat d'achat d'électricité avec Hydro-Québec? Bien, c'est ce que je répondais. Il faut comprendre, est-ce qu'il a été renouvelé? C'est quoi votre intention par rapport à ça? Parce que le ministère a besoin aussi, des ressources naturelles, a besoin de confort là-dessus avant d'entreprendre votre dossier. Je lui disais, il y a beaucoup de dossiers en cours qui ne sont pas réglés. Seulement deux baux ont été signés à ce jour. Donc, c'est certain qu'ils encouragent que votre contrat avec Hydro-Québec soit ficelé et signé avant d'aller plus loin avec le bail de force hydraulique. Puis, pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qui se passe entre-temps, si vous êtes financé pour ces ouvrages-là ou si vous êtes en processus de financement, le ministère des Ressources naturelles donne une lettre de confort. J'imagine que je peux vous la donner encore pour dire que votre bail actuel, là, même s'il est expiré, bien, il demeure en vigueur, puis vous le payez au prix qu'il était avant, jusqu'à ce que le nouveau bail soit mis en vigueur. Puis là, bien, évidemment, les sommes qui sont plus élevées, là, les redevances sont plus élevées vu que ça a été mis à jour, vont être à payer de façon rétroactive par la suite. Mais ça rassure. Usuellement, c'est suffisant pour les banques de recevoir cette lettre de confort-là. Alors, c'est un peu ce que je vous expliquais. Le barrage, souvent le promoteur en est propriétaire, mais c'est important de vérifier le titre parce que dans certains dossiers, je vois que dans le bail il y a 20 ans, c'est écrit que ça devait être transféré, puis ça ne l'a pas été. Donc là, juridiquement, surtout pour des ouvrages qui vont être éventuellement abandonnés, parce que malheureusement, on sait qu'il y a certains dossiers que c'est ce qui va arriver, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment dans le patrimoine de l'État déjà parce que ça n'a jamais été transféré ou la volonté du bail il y a 20 ans de le transférer, même si ça n'a été pas fait au titre, est-ce que c'est applicable? C'est des questions juridiques qui vont être intéressantes dans certains dossiers. La centrale, comme je vous dis, souvent vous bénéficiez de droits superficiaires, je vais vous en parler. Êtes-vous propriétaire ou locataire, ça va changer les clauses de votre bail de force hydraulique. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi les terres sur lesquelles vous êtes propriétaire, lesquelles vous avez besoin de louer de l'État, et lesquelles sont privées et lesquelles vont être inclus au bail. Michel en a quand même parlé également que par rapport à la loi sur la sécurité des barrages, si jamais vous avez besoin de plus de droits d'inondation, il y a certaines de ces terres-là, si elles sont publiques, bien, il faut l'intégrer dans le bail de force hydraulique. Donc, il faut le penser pour pouvoir faire la demande au ministère. Et parce que ce n'est pas eux qui font cet exercice-là pour vous, c'est vraiment le promoteur de faire l'exercice de ce qu'il a besoin comme terre et de le soumettre au ministère. Puis, dans le bail en soi, l'aménagement hydroélectrique, c'est un terme défini. Et c'est là que ce terme-là doit refléter votre réalité parce que si vous êtes propriétaire, ça devrait tous les ouvrages que vous louez devraient être dans l'aménagement hydroélectrique, mais pas ceux dont vous êtes propriétaire. Il faut faire attention parce que dans le bail standard, tout est loué par défaut. Puis souvent, mais ce n'est pas le cas. Donc,
Donc, au niveau des droits superficiaires, je ne suis pas une avocate en droit immobilier, là, mais il y en a ici présentes. Donc, je ne vous expliquerai pas tous les détails, mais je pense que je connais assez bien les bases pour vous dire que comment ça fonctionne pour les droits superficiaires. C'est que, c'est pour ceux qui ont fait des parqueliers, vous allez peut-être comprendre mieux le principe, mais ayant la partie de vos ouvrages sur des terres du domaine de l'État, donc le fond, c'est souvent l'eau. Ça appartient à l'État, vous ne pouvez pas devenir propriétaire. Vos ouvrages sont par-dessus, puis les droits superficiaires, vous les avez sur vos ouvrages. Dans le cas des parcs éoliens, on a créé des lots distincts pour reconnaître ces droits superficiaires. Et au niveau de la force hydraulique puis des ouvrages de centrales hydroélectriques, ça n'a pas encore été fait, mais le marché et les banquiers, les investisseurs sont habitués de voir la régularisation des droits superficiaires au titre. Actuellement, les droits superficiaires existent seulement dans le bail d'il y a 20 ans. Et c'est certain que c'est super important de s'assurer qu'ils sont reconduits dans le bail actuel. Et la dette de confort est essentielle pour que vos droits superficiaires subsistent. Parce que dans plusieurs cas, votre bail est déjà expiré, puis parfois vous n'êtes même pas encore en négociation avec le ministère pour le renouveler. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir une reconnaissance que votre ancien bail n'est pas expiré et qu'il continue, parce que les droits superficiaires doivent subsister pour que vous en ayez encore le bénéfice, puis qu'il n'y ait pas de transfert et de charges là, au niveau du droit immobilier là, par rapport au coût au transfert de propriété. Par contre, pour la création du lot, c'est des directives qui vont devoir venir là, du bureau des enregistrements et c'est un processus qui est encore en cours au niveau du ministère et on n'a pas les directives à ce jour. Donc actuellement, dans le bail, on dit que quand le processus va être en vigueur, le ministère va fournir les bonnes directives, va signer les papiers dont on a besoin, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas encore offrir ça au niveau des financements, puis au niveau du titre, ça ne peut pas encore être enregistré. Donc, les précautions à prendre sont celles dont je vous ai dit, d'avoir votre titre de confort, de s'assurer que les droits subsistent, puis que ça soit bien indiqué dans le bail, que dès que le processus va être mis en place, vous allez créer ces lots-là. Évidemment, pour la reconnaissance de ceux-ci, comme je dis, le processus est encore en élaboration au niveau du ministère. Ça nécessite un nouvel arpentage. Puis, l'arpentage en vertu du bail est déjà nécessaire pour tous les ouvrages, mais pour la création des lots verticaux, il va falloir avoir un arpentage supplémentaire. Donc, ça va être quelque chose à prévoir dans vos coûts, dans votre échéancier de projet aussi, le temps d'envoyer l'arpenteur et d'avoir les informations. La création du lot vertical, c'est le droit superficiaire qui va être créé et c'est ce qu'on a fait avec les parcs éoliens dans plusieurs cas. Puis, ça va nécessiter après ça un dépôt au registre foncier pour que votre droit soit enregistré. Donc, c'est ça le but et le processus en élaboration pour que tous ces droits-là soient régularisés au titre. Donc, la vérification des droits d'inondation dont Michel parlait par rapport à votre code de sécurité, donc la crue de sécurité, c'est très important parce que, comme on dit, la négociation de gré à gré, là, vous êtes, d'entre vous êtes des développeurs, vous savez très bien comment c'est compliqué d'aller négocier avec des privés, là, quand c'est juste le promoteur veut quelque chose et l'autre personne, il n'y a que la compensation financière qui peut être intéressante. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre échéancier et le renouvellement de votre bail parce qu'il y a des représentations et garanties au bail. Et le texte de ces représentations et garanties, puis ce que vous représentez au ministère des Ressources naturelles quand vous signez votre bail, que tout est en ordre, que vous avez tous vos droits, c'est important à lire parce qu'il y a peut-être des exceptions à faire dans certains cas. Et c'est à discuter parce que quand Michel disait qu'il faisait un commentaire éditorial sur la crue, il y a quand même un débat. Si votre crue de sécurité est plus grande, est-ce qu'il faut que vous ayez des droits d'inondation sur tout ou pas? Donc, la crue de Milan, on va dire jusque-là ou pas, mais dans le bail, je crois que c'est des positions encore à raffermer, à peaufiner avec le ministère. Il n'y a pas de réponse claire, c'est du cas par cas. Il faut en discuter, puis il faut voir ce qu'il y en est de chacun des ouvrages. Mais c'est important de se poser la question, puis pas de signer en passant, en donnant n'importe quelle garantie à l'intérieur de votre bail. Donc, la question, c'est est-ce que vos droits sont suffisants?
et sont-ils encore valides? Parce que c'est pas parce que vous avez pris il y a 20, 30 ans qu'aujourd'hui ils sont encore valides. Il faut vérifier que ça a bien suivi le titre, qu'il n'y a pas d'exception, qu'il y a toutes sortes de situations juridiques là, qui pourraient mettre en péril la validité, dont le droit de prescription qui a changé. T'sais, maintenant, on parle d'une prescription de 10 ans. Donc, si vous n'avez pas utilisé vos droits d'inondation, est-ce qu'on pourrait dire que c'est prescrit en vertu de la nouvelle jurisprudence? Je vois Daniel qui acquiesce, elle est d'accord avec moi, mais on pense que c'est pas quelque chose... on pense pas que c'est quelque chose qui... juridiquement, c'est comme ça que le régime est fait, mais on pense que ça n'a pas de sens. C'est un peu paradoxal de dire que c'est un impact négatif, les droits d'inondation, donc de ne pas l'utiliser ne devrait pas faire que le droit se prescrit, mais théoriquement, c'est quand même le cas. C'est des questions à se poser pour être certain que nos représentations et garanties sont correctes, surtout dans les cas des projets financiers. Vous donnez ces représentations et garanties aussi à vos prêteurs et à vos investisseurs, donc c'est important de comprendre la situation de vos ouvrages. Puis, le temps, comme on parle souvent, c'est important de prévoir ça dans vos échéanciers. Sachez que quand vous renouvelez votre bail, si vous avez des échéanciers à l'intérieur de la compagnie ou des attentes par rapport aux actionnaires ou, comme je disais, les investisseurs puis les banquiers, c'est un processus qui est long, puis il faut prendre en compte tous ces droits-là à renouveler, puis l'état de ceux-ci, puis la conformité de ceux-ci, pour bien comprendre le temps que ça va vous prendre, faire le tour de la question. Il y a certains renouvellements qui impliquent des communautés autochtones, puis j'en ai parlé dans ma présentation ce matin, mais l'obligation de consultation a beaucoup changé et beaucoup évolué par rapport à il y a 20 ans. Donc les projets, j'ai parlé avec certains promoteurs à qui ça les touche, puis évidemment, il faut prendre le temps. Le ministère, on avait parlé avec l'équipe de Jubilee lors des consultations qu'on a faites avec l'ACTER, puis la direction des affaires autochtones doit être consultée. Le ministère a déjà fait un lien pour assurer une coordination, mais ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte et à ajouter à votre échéancier pour le régulariser. Par rapport à l'expiration du bail. Alors, là, il y a deux choses qui peuvent arriver actuellement. Vous renouvelez votre contrat avec Hydro-Québec et vous renouvelez vos droits. À la fin de ce 20 ans-ci, on le sait que le contrat avec Hydro va être terminé, puis celui des forces hydrauliques aussi. Et là, les clauses, c'est encore les clauses de reprise des ouvrages qui existent à $1 ou la remise en état. Comme on a fait le commentaire au ministère lors des consultations, puis comme Michel parlait, la remise en état, c'est extrêmement cher avec les nouvelles règles environnementales et on ne croit pas que c'est une bonne solution. Donc, je pense qu'il y a quand même encore des réflexions à avoir là-dessus. Puis, si vous ne renouvelez pas votre bail actuel et vous terminez votre contrat d'achat d'électricité avec Hydro-Québec, c'est quoi les obligations de maintien en cas d'abandon? Donc, c'est là aussi que ça vaut la peine de venir en discuter avec des juristes parce qu'il y a des obligations en vertu du Code civil du Québec, il y a des obligations en vertu du bail et il y a le statut de vos droits de propriété. Là. Les ouvrages dont le barrage dont vous êtes propriétaire, vous ne pouvez pas vous en débarrasser si le ministère ne les reprend pas. Et dans la réalité, la reprise à $1 actuellement, le ministère est obligé de faire une consultation interministérielle de qui veut reprendre les ouvrages, mais pour l'instant, il n'y a pas de volonté. Puis, il y a 10-15 ans, on était certain que l'État reprendrait tous ces ouvrages-là, puis referait des projets ou des appels d'offres. Puis aujourd'hui, avec les surplus énergétiques, on n'en est pas là. Alors là, vous avez des obligations légales, il faut se parler d'insolvabilité puis de restructuration dans certains cas. Il faut continuer de maintenir. Comme je dis, il y a des obligations de votre responsabilité par rapport aux riverains. Donc, c'est pas aussi simple que de penser moi, je m'en vais, puis on peut tout laisser ça là sans rien faire. Là. Il y a des responsabilités, même en cas d'insolvabilité, il y a des responsabilités qui vont au-delà des responsabilités contractuelles. J'avais quand même pris le temps de parler d'autres particularités. Soyez avisés qu'il y a un nouveau montant forfaitaire à payer en vertu du guide avec votre nouveau bail. Fait que c'est des coûts à prévoir. La durée et le renouvellement, mais comme je vous en ai parlé, là, maintenant, il cesse. Puis avez-vous des droits historiques qui devraient perdurer? Dans le cas de certains sites, il y a des droits historiques qui vont au-delà des droits de l'APR 91. Donc, il
il faut en être conscient et s'assurer qu'ils sont respectés dans le nouveau bail. Mais c'est à négocier, puis il faut que vous avisiez le ministère que ça existe, puis que vous prouviez qu'ils existent. Donc voilà. Planifier votre échéancier, gérer les attentes des tiers, puis c'est pas tous des enjeux opérationnels, il y a plusieurs enjeux juridiques. Merci.